deuxième, du coup. Du coup, c'est le deuxième. Euh, hop, Je te laisse la main. moi, je vais partager mon écran. Bien, en mode Oui, diaporama. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Audrey Tanguy, enseignante-chercheur à l'École des mines de Saint-Étienne. Et donc, comme l'a présenté Alexandre juste avant, l'objectif de ce premier travail du PRC était de poser pour la suite des éléments de définition des low-tech, sans toutefois tomber dans le travers d'une définition trop formelle, et en gardant à l'esprit en fait une délimitation assez ouverte du concept, d'où la notion de frontière qu'on a concrétisée ici sous la notion de principe clé, donc que je vais définir par la suite. Alors ça a été très bien rappelé en introduction de cette journée, donc je vais passer rapidement, mais donc habituellement les low-tech sont définis principalement en opposition aux high-tech, donc ces technologies qui ont émergé à partir des années 50. Et bien que cette définition soit directe et facilement compréhensible, elle cache une réalité qui est un peu plus complexe et qui fait que les low-tech ne sont pas seulement une alternative purement technique aux high-tech, mais qu'elles introduisent tout un autre ensemble de concepts, et donc elles ont une définition multidimensionnelle. Et donc cet aspect multidimensionnel, on les retrouve en fait dans les définitions qui sont apportées par les acteurs les plus importants, enfin parmi les plus importants des low-tech en France. Donc Biwix, qui a défini différents principes donc, dans son ouvrage L'âge des low-tech, et pour qui les low-tech, c'est aussi, c'est pas seulement concevoir des techniques, on va dire, avec moins de ressources, mais c'est aussi remettre en question certains traits de nos systèmes de production, notamment s'interroger sur pourquoi on produit, pour quels besoins et pour quel objet. Et donc cette notion aussi d'utilité se retrouve dans la définition du Low-Tech Lab, qui aussi y associe différents concepts au low-tech. Alors, donc ça a été mentionné aussi par Victor en introduction. En fait, bien avant la contribution de Philippe Biwix et du Low-Tech Lab, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui low-tech, mais qui à l'époque ne s'appelait pas low-tech, en fait, se nourrit de décennies de recherche et d'expérimentation dans différentes disciplines scientifiques. Et même, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des techniques low-tech, donc les objets low-tech, existaient bien avant la révolution industrielle et constituaient des techniques efficaces et robustes qui étaient une évidence pour beaucoup de sociétés, notamment les sociétés rurales. Et donc la conceptualisation finalement low-tech est apparue à peu près à partir des années 60-70. Alors ici, vous avez pas une liste exhaustive de tous les chercheurs qui ont contribué à alimenter cette notion, mais en gros, ça a commencé par une critique de l'hyper-industrialisation des systèmes de production, donc avec des chercheurs comme Schumacher, Illich, qui déjà prônaient des systèmes de production donc plutôt centralisés, plutôt locaux, donc en prenant en compte justement les liens entre les travailleurs et les techniques. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle low-tech, c'est un concept très riche, multifacette, centré autour de l'utilisation des techniques et les relations hommes-techniques. Et on voit aussi émerger, donc associés à ce concept de low-tech, d'autres concepts liés. Donc wild tech, small tech, no tech. Et donc en fait, la question, l'objectif auquel on s'est intéressé dans ce travail, c'était de se dire, donc face justement à cette définition multifacette des low-tech, à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition claire de ce que peut être une démarche low-tech, et le risque, bon, il y a aussi des menaces, hein, mais le risque de ne pas avoir une définition claire, c'est de réduire ce concept à un ou deux principes clés.
et de perdre voilà, différents aspects des low-tech. Et en fait, ce qu'on voulait dans ce travail, c'était, en fait, on partait de l'hypothèse que, en fonction des motivations de recherche, de voilà, de travail sur les low-tech, on peut avoir, différents profils de low-tech qu'on souhaiterait pouvoir, représenter et décrire à l'aide d'un cadre, voilà, ce qu'on appelait les frontières de low-tech. Et donc pour faire ça, donc, concrètement, on a défini donc la notion de principe clé qui pour nous, dans ce travail, est une réponse à un ou des problèmes sociaux, environnementaux et politiques causés par l'utilisation des techniques dans nos sociétés. Et donc un principe clé est ce qu'on est explicite, donc il doit être, voilà, compréhensible, par lui-même, autonome, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépendre d'autres principes clés et il n'est pas aussi nécessairement spécifique aux démarches low-tech, donc vous allez le voir, quand je vais vous les présenter. Donc pris individuellement, ça peut très bien caractériser d'autres mouvements, voilà, plus, heu, sur les technologies, écologiques ou l'éco-innovation et cetera. Mais par contre, c'est l'ensemble de ces principes clés qui pourraient caractériser une démarche low-tech. Et donc très rapidement sur la méthodologie, alors, cette méthodologie, vous pouvez la retrouver dans un livrable, qui est disponible, sur, le site de l'École des Mines de Saint-Étienne. Mais, donc très rapidement, donc on est passé par une revue d'une littérature, ce qu'on a appelé low-tech, donc, qui, s'étend de 2014 à 2020 et à partir de cette littérature, donc on a établi une première liste de concepts, qu'on a regroupés ensuite en principes clés, donc selon une démarche itérative pour ensuite aboutir à des définitions plus formelles. Et donc, comme je disais, un principe clé est une réponse à un ou plusieurs problèmes, auxquels pourraient répondre les low-tech. Et donc, on a identifié dans la littérature analysée 3 problèmes majeurs donc qui ont été évoqués, en introduction. Donc un 1er problème donc, relevé par les auteurs, c'est que dans les systèmes de production actuels, donc il y a une déconnexion entre ces activités et leur environnement social et physique. Donc du fait de la complexité des chaînes logistiques, du fait d'un éloignement entre les lieux de production et les lieux de consommation. Donc d'une part, il y a, en fait, surtout dans les sociétés hyper industrialisées, une sorte cet éloignement cache un peu l'empreinte matérielle pardon, de nos activités et contribue au phénomène de raréfaction des ressources à l'échelle mondiale. Il y a aussi cette notion de dépendance, donc le fait voilà, d'avoir des outils ou des objets clés en main fabriqués à des centaines, voire des milliers de kilomètres, donc crée une dépendance matérielle, énergétique, mais aussi une dépendance, immatérielle au savoir. Deuxième problème, c'est l'hypersophistication des objets, donc qui, très naturellement, crée une certaine difficulté pour la réparabilité, la réutilisation des objets. Il y a aussi, donc le manque en fait, d'appropriation individuelle ou collective liée à cette hyper sophistication qui fait que, les individus et les communautés ne maîtrisent pas, les savoirs ou les objets qui sont nécessaires à leur mode de vie. Et ce qui a été évoqué, aussi, le manque de liens sociaux donc créés par cette hyper sophistication. Et enfin, le troisième problème, et non des moindres, c'est que pour l'instant, la majorité des solutions, proposées pour résoudre, les crises, écologiques se concentrent essentiellement sur une amélioration des techniques. Donc ce qui avait été évoqué sur, le fait, en écoconception, on va essayer de réduire l'impact environnemental de l'objet. Et cela crée, différents problèmes, notamment, le fait qu'on a du mal à sortir de ce qu'on appelle les dépendances des sentiers, des trajectoires en fait, techniques, qui pourraient permettre de questionner de manière plus globale, nos modes de vie, nos modes de consommation, avec des effets pervers comme, l'effet rebond. Bon, et à partir de ces problèmes, donc on a identifié, 7 principes clés. Donc,
par rapport à la déconnexion des activités humaines, donc on a un premier principe, en fait auquel, les low-tech apporteraient une réponse, c'est, le premier qui est assez commun, dans tous les la littérature, envisagée, c'est l'économie de ressources. Donc il parle d'elle-même. Le deuxième principe, donc c'est une certaine résilience aux perturbations extérieures, donc c'est la volonté de s'approvisionner, local, de moins dépendre sans aller nécessairement vers une autonomie complète, mais de moins dépendre des ressources, externes. Le troisième, et plusieurs auteurs ont mentionné, c'est, l'adaptation au milieu, donc le fait que les low-tech sont intrinsèquement, doivent être ancrées dans leur milieu, donc leur milieu social, leur milieu physique. Donc elles sont contraintes par, certaines ressources, elles sont contraintes par, les gens qui vont utiliser ces techniques. Et donc cela crée un phénomène d'échelle, donc une échelle d'implémentation qui qui dépend en fait du contexte, qui dépend de l'objet qu'on va regarder, mais qui existe. Et le quatrième principe, c'est, les low-tech doivent favoriser, voilà, une appropriation collective et individuelle, donc permettre un partage de connaissances et permettre à chacun d'utiliser, ses connaissances et de les enrichir. Le 6e principe donc est lié, à l'allongement de la durée de vie des produits, donc le fait que, donc ce qui renvoie en fait aux notions de robustesse, de réparabilité, associées aux low-tech. Et donc le sixième, lié à la collaboration, donc ce qui a été aussi mentionné, en introduction, donc qui est le fait que les low-tech doivent permettre, de supporter ou d'alimenter une culture technique. Donc en fait, finalement, les low-tech passeraient un peu au second plan pour, permettre à une communauté d'être participative, voilà, de créer du lien social autour de l'utilisation de la technique. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, c'est, le fait qu'une low-tech doit permettre de répondre, à un besoin réel qui est identifié, donc doit pas alimenter des besoins artificiels, mais justement, ne pas alimenter un besoin artificiel, mais aussi répondre à des besoins et à un confort, minimal, sur lesquels, la société, ne pourrait pas revenir. Donc entre les 2, en fait, il y a un juste milieu à trouver. Donc et pour terminer, l'idée je le rappelle, l'objectif était de présenter, en fait, de caractériser, en fait, le côté multifacette des low-tech. Donc toute cette présentation et la méthodologie employée, vous pouvez le retrouver sur le livrable disponible au lien suivant. Et évidemment, donc en termes de perspective, c'est une liste en évolution qui est amenée à évoluer, en fonction des connaissances et comme l'a rappelé Alexandre au début, donc doit être confrontée avec, la pratique, en fait, low-tech, avec aussi ce que, les acteurs perçoivent comme étant, nécessaire au low-tech. Et actuellement, on est en train de travailler sur la possibilité d'utiliser, en fait, ce premier cadre, de définition pour, élaborer un cadre d'évaluation, des low-tech. Donc je vous remercie.